Hey mon pote. Hey. Ouais. Hey. Regarde. Tu veux de la dope? De la dope. Ah, c'est de la bonne, hein. Le neurotransmetteur. Mais j'ai rien. J'ai de la que de la dope. Vous me ferez une vidéo pour m'expliquer tout ça? Allez, je te regarde. Générique. Bon, je l'ai viré, cette espèce de truand là qui essaie de nous refiler de la dope. Nous, on en a à l'intérieur de nous et on a des doses massives. On n'a pas du tout besoin de s'en injecter dans les veines. Et aujourd'hui, bah ouais, on va parler de ça. On va parler de dope, de dopamine. Et c'est pour ça que cette drogue, on l'appelle la dope. C'est parce que justement, elle a des effets sur nos neurotransmetteurs, notre système nerveux, etc. Et on va pas parler seulement de la dopamine. On va parler de tout un tas de neurotransmetteurs. Il va y avoir une longue liste. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 de cette saison 1 du système nerveux, donc il ne s'agit pas de rentrer dans trop de détails. Donc, on va faire la liste, on va dire en quelques lignes, dans les grandes lignes, plutôt en quelques mots, voilà, à quoi servent certains neurotransmetteurs. Et puis après, dans les prochaines vidéos, on s'attardera peut-être sur les principaux neurotransmetteurs et des informations vraiment que je trouve pratiques et intéressantes pour notre quotidien. Hein. Pas des informations comme ça, Wikipédia qui ne nous sert pas à grand-chose, mais des choses qui peuvent changer notre quotidien. Et c'est ça, hein, vous le savez, mon but dans Verisme TV. Alors mon Jean-Louis, tu t'es pas fait avoir par ce vendeur de drogue et tu nous as préparé plein de bonnes explications magnifiques. Bah, tout d'abord, il faut quand même revenir sur quelques notions qu'on avait vues au niveau de l'influx nerveux, au niveau de comment ça se passe, la transmission d'informations, la communication dans le corps grâce au système nerveux. Et vous vous souvenez, on a notre neurone qui est ici, et après le stimulus, après l'événement qu'il y a qui produit un influx nerveux, on appelle un potentiel d'action dans le neurone, ça fait une entrée de calcium importante dans la terminaison axonale, et les vésicules qui sont ici en rose, qui contiennent les neurotransmetteurs, fusionnent avec la membrane du neurone et font passer dans la synapse, dans la fente synaptique, dans cet espace, les neurotransmetteurs, qui sont les molécules chimiques qui vont se fixer soit sur un neurone, un prochain neurone, soit une glande par exemple, soit un muscle, ou toute autre cellule d'un organe. Et ça va avoir des effets sur, principalement, entre autres, mais c'est généralement ça, sur des canaux qui sont ici en rouge, donc des ouvertures, des portes, si vous voulez, dans les cellules, et qui vont laisser rentrer le sodium, le potassium, comme je vous avais expliqué dans les vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur est-ce qu'un neurone est excité ou inhibé. Voilà, c'est l'excitation ou l'inhibition vraiment du neurone qui nous intéressait. Et ça dépend entre autres du type de neurotransmetteur qui est relâché dans la synapse, des types de canaux qui sont ouverts ou fermés, et c'est ça qui va exciter ou inhiber le neurone. Alors pour bien comprendre comment ça se passe, c'est important de comprendre l'histoire des voltages. Je vous ai dit, le neurone, c'est vraiment la dépolarisation, si vous voulez, c'est la concentration surtout de sodium et de potassium dans la cellule neuronale qui va créer un potentiel d'action et qui va créer en fait notre influx nerveux. Mais ça, en fait, c'est le neurone qui fait un calcul, un espèce de calcul, et qui voit le voltage qu'il y a à l'intérieur de lui. Et ce voltage-là, il va être créé par justement cette concentration sodium, potassium notamment. Je vous avais expliqué qu'à moins 70 millivolts, c'est l'état de repos de la membrane du neurone. Et quand il y a un stimulus excitateur, ça va créer une dépolarisation locale. Et en fait, ça va faire rentrer à la fois beaucoup de sodium, beaucoup de Na+, que vous voyez là, et en même temps faire sortir du potassium, mais en moindre quantité. Donc on va avoir beaucoup plus de positif, parce que vous voyez bien, c'est Na+. Donc on va remonter, on va remonter vers 0, on va être moins négatif, donc on va s'approcher d'un certain seuil qui est à
moins 55 millivolts. Et si on arrive à toucher ce seuil, le potentiel d'action est déclenché, le neurone est excité. Voilà. Après ce stimulus donc. Donc voilà, ça enclenche un PA, un potentiel d'action. Au contraire, si le stimulus là, le neurotransmetteur qui est relâché, engendre plutôt une inhibition, ben ça veut dire qu'il va se fixer sur les récepteurs du neurone et il va faire rentrer soit du chlore, qui est négatif, soit faire sortir du potassium. C'est deux canaux différents, alors que tout à l'heure on avait une diffusion simultanée entre calcium et potassium, sodium et potassium, et là on a dans deux canaux différents, soit entrée chlore, soit sortie du potassium. Et donc on arrive à quelque chose qui est encore plus négatif que tout à l'heure, on s'approche de moins 90, et si on arrive à moins 90, on va arriver à une hyperpolarisation, et ça va diminuer la capacité à générer un potentiel d'action. Voilà. Grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Donc, effet excitateur, effet inhibiteur. Excitateur, on parle de... Il y a plein de synonymes en fait. Hein. Effet excitateur, ça crée un potentiel d'action. On appelle ça une dépolarisation locale. On appelle ça aussi un PPSE. C'est post-synaptique excitateur. Enfin, c'est un effet sur le neurone post-synaptique excitateur. Enfin bref, il y a plein de terminologies. Ce qui est important, c'est qu'on retienne que c'est soit excité, soit inhibé, quoi. Et bien, comme je vous ai dit, ça dépend en grande partie du type de neurotransmetteur qui est relâché dans notre fente synaptique. Et bien voilà, la plupart des neurotransmetteurs que l'on connaît de nos jours, même s'il y a encore beaucoup de recherches et de découvertes qui sont faites actuellement. Ce qui va être intéressant là, ça va être pas de tout retenir, mais ça va de voir que il y a dans le corps, comme je vous le dis souvent sur Verisma TV, il n'y a pas de phénomène isolé. Hein, surtout ne pas isoler les phénomènes et bien comprendre que tout est toujours en interrelation. Si vous voulez aller plus loin dans ce concept de globalité, de concept holistique, je vous conseille de lire des références sur la biotenségrité. La biotenségrité, on en fera une vidéo à part, mais c'est pour comprendre que la structure, aussi bien de nos muscles, de nos os, de la structure même extracellulaire, tout ça c'est un alliage, un maillage de choses qui forme un être uni. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, déjà, avoir toujours cet aspect global, et là on va le démontrer une nouvelle fois par les neurotransmetteurs, parce que on est toujours en train de chercher de la simplification. C'est bien la simplification. Il faut fuir évidemment les gens qui vous essayent de vous complexifier les choses, et c'est justement pour ça que j'essaye de faire de la vulgarisation. Mais on essaie toujours de dire « Ah oui, telle personne, elle a ce caractère, ou cette humeur, ou « Ah bah, il lui manque de la dopamine ». Ou il lui manque elle a trop d'adrénaline. Et voilà. Et on isole les choses et on pense que si on prend une plante qui favorise la sécrétion d'adrénaline, ça va résoudre le problème, etc. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Hein. Comprenez bien que votre adrénaline, elle est toujours en corrélation et en interrelation avec tous ces neurotransmetteurs, avec toutes les hormones qu'on a vues dans le système endocrinien, notamment les hormones thyroïdiennes. Donc voilà, j'ai bien mis les prérequis à cette explication. Alors l'acétylcholine, c'est souvent le neurotransmetteur qui est cité en premier parce qu'on le trouve partout et il joue de très grands rôles dans le système nerveux central mais aussi périphérique, dans la contraction musculaire, la mémoire, l'apprentissage. Donc contraction musculaire, c'est intéressant de se rappeler que certaines choses comme le curare, comme certaines toxines justement jouent sur l'acétylcholine et donc créent le phénomène de paralysie. Malheureusement, voilà, le gaz sarin, certains insecticides, voilà, donc d'où l'importance à minima de manger bio, et si vous pouvez manger encore plus naturel ou même sauvage, ouais, parce que ça bloque certains récepteurs à notre acétylcholine qui est vraiment essentiel à la contraction musculaire, à la mémoire, à l'apprentissage. Vous allez voir qu'en fait, ils jouent tous un peu des rôles identiques. La sérotonine, vous la connaissez. Ah oui,
j'ai pas expliqué la nomenclature, mais E, entouré, ça veut dire excitateur. I, ça veut dire inhibiteur. Voilà. Donc l'acétylcholine est plutôt excitateur, c'est des généralités. Hein. Certains récepteurs sont différents, ils peuvent avoir des rôles, encore une fois, différents, excitateur ou inhibiteur. Mais en termes généraux, l'acétylcholine, c'est plutôt un neurotransmetteur excitateur. La sérotonine, plutôt inhibiteur, qui joue sur l'humeur. Je vous en ai parlé quand on a parlé du système digestif, des intestins, où je vous disais que la plupart de la sérotonine était créée autour des intestins. Au niveau du cerveau, justement, cette sérotonine créée dans les intestins ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, donc le cerveau lui-même crée sa propre sérotonine à partir du tryptophane. Enfin, je vous renvoie sur les vidéos que j'ai faites sur les anciennes thématiques de Verisme TV, où j'explique un peu plus en détail la formation de la sérotonine. L'histamine, vous en avez déjà entendu parler peut-être si vous avez des allergies, c'est plutôt excitateur. La dopamine, notre fameuse dope que Jean-Louis a refusée, enfin je crois, hein, à part s'il me cache des choses, mais la dopamine, elle est plutôt là dans, on la cite souvent dans les récompenses, dans le cycle récompense-plaisir, aussi comme coup de start, de kick, de départ, hein, qui vous donne de l'allant. L'humeur, les émotions, la dopamine a énormément de rôles, hein, dans le corps. C'est elle qui gère aussi, dans le cerveau, on s'est rendu compte que c'est elle qui gère le mouvement du corps. La noradrénaline, je vous en parle de long en large dans la loi de l'hormèse, c'est le neurotransmetteur excitateur qui permet, entre autres, la concentration, le focus, avoir son attention portée sur quelque chose, bien classifier par ordre d'importance les tâches qu'on a à faire. Voilà. L'adrénaline, bon, vous la connaissez, c'est le neurotransmetteur qui est vraiment dans le système lutte ou fuite. On le cite souvent dans les périodes de stress. Voilà, c'est vraiment ce neurotransmetteur qui est là pour l'action, le qui-vive. L'emballement, hein, quand on sent que, je donne souvent l'exemple de vous êtes en train de conduire et un enfant traverse la route et vous avez ce rush d'adrénaline, hein, faire face à un danger, c'est ça. Et ça, tous ces neurotransmetteurs en rouge que je vous ai cités, ce sont, par taille, si on devait faire une classification, ce sont les plus petits. Ils sont plus petits, ils agissent plutôt dans des périodes de réflexe. Des moments où il faut vraiment agir tout de suite, comme je vous ai dit, l'adrénaline, c'est immédiat, hein, l'effet que ça va avoir. Et par contre, au niveau de ceux qui sont écrits en vert, là on est plus dans des acides aminés qui sont donc plus gros, et l'effet va être plus lent à se mettre en place, mais plus durable dans la longueur. Le GABA, qui est lui plutôt inhibiteur, c'est lui qui gère entre autres le calme, qui va faire justement entrer, qui va jouer sur les canaux chlore, hein, Cl- ici, pour justement créer un PPSI, donc quelque chose d'inhibition du neurone. Substance P, elle est plutôt excitatrice, et c'est elle qui envoie le message de la douleur. Au contraire des opiacés, vous savez, les endorphines, bêta-endorphines, dont j'avais déjà en parlé dans la loi de l'hormèse, qui sont là plutôt pour bloquer la douleur, même créer des moments d'euphorie. Le glutamate, lui, vous en avez déjà entendu parler peut-être dans toutes les affaires qu'il y a eu autour des restaurants asiatiques qui utilisent beaucoup de glutamate dans l'alimentation, etc. C'est vrai que ces compléments qu'on peut mettre dans l'alimentation, c'est vraiment destructeur au niveau neuronal. Hein, on n'est pas fait pour recevoir des doses comme ça et surtout de substances qui ne sont pas naturelles. Mais à la base, le glutamate, c'est un neurotransmetteur qui est excitateur et qui joue un de très grands rôles très puissants dans l'apprentissage et la mémoire dans le cerveau. Et la glycine, au contraire, est plutôt inhibitrice. Ça joue également sur les canaux chlore et ça joue sur la relaxation de certains muscles, surtout des muscles antagonistes. Ça, j'en parle dans le programme H4H, hein, le travail des muscles antagonistes, justement, et le relâchement des muscles antagonistes. La toxine tétanique joue sur justement l'inhibition de la sécrétion de cette glycine et enclenche la paralysie. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur les plus gros neurotransmetteurs.
Ça, c'est vraiment les classiques que vous trouverez. Et puis, plus la recherche avance, plus on se rend compte que beaucoup d'autres molécules jouent le rôle de neurotransmetteurs. Comme l'ATP, que vous connaissez, c'est la molécule de l'énergie, l'adénosine triphosphate, dont je vous ai parlé dans la formation d'énergie, hein, au cœur de la cellule. Ben, l'ATP, cette molécule, elle a aussi des rôles extracellulaires, donc en dehors de la cellule. Et notamment, excitatrice. Hein. Elle joue un rôle excitatrice au niveau neuronal. Au contraire, l'adénosine, elle a un rôle vraiment inhibitrice, donc de calme, et c'est sur ça que va jouer notamment la caféine, qui va surtout jouer au niveau des récepteurs à l'adénosine, et va empêcher donc la fixation de l'adénosine sur les neurones, et donc empêcher son action inhibitrice. Et c'est pour ça qu'on reste éveillé quand on prend de la caféine. Voilà. Et puis, on s'est rendu compte que l'oxyde nitrique, le monoxyde de carbone, NO et CO, là, certains gaz, c'est surtout eux, hein, jouent des rôles de neurotransmetteurs. Eux deux, ils ont relativement le même rôle, qui est inhibiteur, qui aide à relâche de certains muscles lisses, donc au niveau du tractus digestif notamment, au niveau des voies respiratoires aussi, et joue sur la vasodilatation des capillaires. Ça aussi, j'en parle beaucoup dans le programme H4H que je suis en train de vous faire, sur pourquoi et comment respirer par le nez, pour faciliter, en fait, quand on respire, on fait une respiration nasale, on sécrète plus d'oxyde nitrique, et donc on améliore la vasodilatation des capillaires. Et qui dit meilleure dilatation, mais donc meilleure ouverture, si vous voulez, des tuyaux qui charrient le sang, hein, qui apportent le sang aux cellules. Donc, voilà, le sang, c'est le liquide nourricier du corps, donc les cellules sont mieux alimentées en nutriments, et peu importe votre objectif, que ce soit mincir, que ce soit être juste en meilleure santé, que ce soit lutter contre un problème de santé, que ce soit prendre de la masse musculaire, vous bénéficierez toujours d'une meilleure circulation du sang. Et bien ça, on a une arme, c'est la respiration nasale. Donc ça, c'est aussi un grand volet du programme H4H que je suis en train de vous faire. Et puis les lipides, c'est surtout les endocannabinoïdes, dont je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo. Voilà, c'est très en plus polémique et à la mode de parler de ça, mais je voulais juste vous les citer en dernier lieu. Alors qu'est-ce qu'on fait de toute cette liste-là, hein, c'est intéressant, il y a plein de trucs à dire. Avant d'attaquer ici, pour moi c'est la partie la plus intéressante, les gaz là, ils rentrent pas trop dans les mêmes circonstances que nos autres neurotransmetteurs, en ce sens qu'ils ne sont pas contenus dans les vésicules, ils se diffusent à travers les membranes. Voilà. Juste, voilà, j'avais envie de faire cette petite précision. Et là, en fait, je vous ai mis sans doute ce qui est le plus important à retenir dans cette vidéo. Donc si vous êtes resté jusque-là, c'est bien. Si vous venez juste d'arriver dans la vidéo, bonjour à vous. Vous avez raté une bonne blague au début. Là, on a la formation de la dopamine, de la noradrénaline et de l'adrénaline. Et on se rend compte que tout ça, c'est dépendant d'énormément de choses. Comment est formée la dopamine? La dopamine, elle est formée à partir d'un acide aminé qui s'appelle la phénylalalanine. C'est pas un cousin de Francis Lalanne, c'est un acide aminé, donc c'est une brique de base des protéines. Mais comment on arrive de là à là? Eh bien, ça se passe en plusieurs étapes, et ça se passe surtout par l'intervention d'enzymes et de cofacteurs enzymatiques. Les enzymes, c'est des facilitateurs d'opérations chimiques, si vous voulez. Sans eux, il ne se passe rien. Donc il y a deux molécules, s'il n'y a pas une enzyme au milieu pour faire la chose, pour enclencher le mouvement, il ne se passe rien. Donc on a besoin des enzymes. Ça, on le sait depuis longtemps, hein, les enzymes métaboliques, on sait que c'est très important. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ces mêmes enzymes ont besoin de cofacteurs pour rentrer en action, pour agir. Et notamment, pour passer de la phénylalanine à la tyrosine et de la tyrosine à la L-dopa, la tyrosine, on a besoin d'une enzyme qui s'appelle la tyrosine hydroxylase. Donc l'opération s'appelle une hydroxylation. Et cette opération, elle a besoin de fer et de calcium. Fer et calcium. Vous vous rendez compte que ça vous donne un autre pourquoi derrière l'alimentation qu'on dit saine. Hein.
Si vous mangez des produits qui sont dénaturés, qui sont pauvres en micronutriments, vous n'avez pas ces cofacteurs enzymatiques. C'est ça tout l'intérêt, hein, c'est de voir the global picture, comme disent les Américains, vraiment la vision globale des choses. Et ça vous donne vraiment un autre pourquoi. Hein. Tous les végétaux, les fruits, les légumes, tout ce qui est riche en micronutriments, on en a surtout besoin parce qu'ils sont chargés, bourrés de ces cofacteurs enzymatiques, de ces micronutriments. Je vous conseille de lire les travaux de Ménétrier, hein, c'est lui qui a inventé les diathèses de Ménétrier, et qui vraiment explique très bien à quel point les hormones, les neurotransmetteurs sont dépendants totalement du travail enzymatique et des cofacteurs enzymatiques. Le cuivre, le zinc, le manganèse, voilà, ce qu'on appelle les oligoéléments, les éléments traces, on en a besoin. Pas en grande quantité, mais ils ont besoin d'être là. Donc, ensuite la L-dopa, elle est transformée en dopamine, enfin, par l'acide aminé décarboxylase, qui est une autre enzyme, et là ça va être donc une décarboxylation, et bien ça a besoin de vitamine B6 et de magnésium. Puis pour faire de la dopamine, pour transformer la dopamine en noradrénaline, on a besoin de la bêta-hydroxylase. Et ça, cette opération-là, les cofacteurs enzymatiques, c'est le cuivre et la vitamine C. Et donc voilà, tout ça, je ne reviens pas sur cette conclusion qui est qu'on a besoin de toute cette information pour faire nos neurotransmetteurs, hein, ils n'apparaissent pas par magie au niveau de nos neurones. Et bien notre noradrénaline, elle est transformée en adrénaline, notamment, bon, toujours avec des enzymes et des cofacteurs enzymatiques, mais ce qui va induire cette transformation, ça va être le cortisol. Et le cortisol, vous savez qu'il est là en période de stress. Donc en fait, vous savez quand des personnes, peut-être c'est votre cas, hein, sont en fatigue chronique, sont en burn-out, sont épuisées toute la journée, et pourtant ils n'arrivent pas à se reposer. Le soir, ils n'arrivent pas à dormir, même s'ils savent qu'ils sont fatigués. Ils sont crevés, ils n'arrivent pas à dormir, ils restent éveillés. Même s'ils sont fatigués, ils sont toujours sur le qui-vive, toujours voilà, excités, les yeux exorbités, etc., même s'il y a une grosse fatigue derrière. Et bien c'est sans doute qu'il y a trop d'adrénaline circulante. Ils n'ont plus le focus de la noradrénaline, c'est-à-dire ils n'arrivent plus à classifier les choses par ordre d'importance qu'ils ont à faire, ils ont l'impression que tout les submerge, tout est voilà, trop dur à faire et trop important, et chaque chose à faire, chaque tâche est également importante par rapport aux autres, alors que quelqu'un qui a des taux de dopamine, noradrénaline va pouvoir classifier les choses qu'il a à faire pendant la journée. Et ça, c'est notamment à cause de notre cortisol qui induit la transformation de la noradrénaline en adrénaline dans nos glandes surrénales. Donc, tout ça, ça va être les mêmes conclusions que d'habitude. L'éviction du stress, c'est vraiment, vraiment essentiel, parce que le stress, non seulement il nous fait sécréter ce cortisol sur le long terme, mais en plus il induit une fuite du magnésium, du calcium, etc. L'état mental dans lequel vous êtes, ce que vous faites quand vous êtes au repos, c'est vraiment très important de comprendre que ça induit une fatigue. Comme je vous ai dit, tout ça, là, ces boucles et ces transformations chimiques, ça a besoin de cofacteurs enzymatiques, ça a besoin de micronutriments, mais ça a besoin aussi d'énergie. Et il ne faut pas s'étonner quand vous conduisez pendant 2 jours votre voiture, vous partez en voyage, etc. Et puis au bout de 4-5 heures de route, vous arrivez, vous êtes lessivé. Vous êtes fatigué et vous dites « mais je ne comprends pas. Je suis resté assis toute la journée dans ma voiture, je n'ai pas fait d'exercice physique, etc. Je suis fatigué, je suis crevé. » Parce que vous avez été concentré sur le volant, sur les pédales, sur la route, vous avez eu votre attention, vous avez été en alerte, aware, comme dirait un certain JCVD, et que tout ça, ça a demandé de l'énergie, ça a demandé du fer, du calcium, du magnésium, du cuivre, de la vitamine C, et ça vous épuise. Pareil quand vous êtes au bureau. Si vous êtes au bureau et que vous êtes fatigué, c'est peut-être parce que, c'est pas parce que vous êtes en train de courir un marathon, c'est peut-être parce que vous avez énormément de projets à faire, vous avez énormément de, voilà, un planning très important à tenir, des rapports à rendre, des présentations orales à faire, enfin bref, tout un tas d'impératifs que vous avez, et tout ça, ça vous use. Pour bien se recharger, il faut savoir accorder du repos à son physique, mais aussi à son mental. Parce que l'état de stress, ça induit les mêmes réactions biochimiques dans le corps, et donc la même fatigue. Donc maintenant, les jours de repos, on va aller marcher pieds nus dans l'herbe, on ne prend pas le portable. Hein. Vous savez maintenant que les ondes
Vous vous rappelez, les ions négatifs, etc., ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes, les perturbateurs endocriniens, tout ça, ça perturbe vos hormones. Et donc ça perturbe aussi votre système nerveux. Et si ça le perturbe, ça demande encore la sécrétion de cortisol, ça demande encore l'utilisation de nos ressources. Si vous voulez vraiment vous reposer complètement, il faut aussi que ce soit un repos mental dans de bonnes conditions. Voilà. Bon, mon Jean-Louis, comme tu as compris, on n'a pas besoin de prendre de dopamine de façon exogène. On a juste besoin de se reposer les pieds dans l'herbe. Nous, en tout cas, on vous laisse sur cette vidéo qui est quand même assez chargée. Hein. Pas la peine de tout retenir, mais retenez quand même. J'ai envie surtout que vous reteniez cette partie-là, qui est la globalité, qui est l'idée vraiment de holistique du corps. Et on va se retrouver dans de prochaines vidéos pour notamment vous parler des récepteurs cellulaires. Parce qu'il se passe plein de choses encore au niveau de la cellule quand un neurotransmetteur arrive, quand une hormone arrive, quand voilà. Tous ces neurotransmetteurs et toutes ces substances, comment ça se fait qu'au niveau de la cellule, ça enclenche telle ou telle réaction? Et je vous ai dit, le type de récepteur, c'est hyper important. Donc on en parle dans les prochaines vidéos de Verisome TV. Allez, j'espère que vous passez un bon été, j'espère que vous profitez du plein air, du soleil, des cigales. Nous en tout cas, on s'éclate avec Jean-Louis et on vous dit rendez-vous dans un prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.